Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous débutons une nouvelle émission consacrée à ces programmes, nouveaux programmes de sciences politiques pour les élèves de lycée. Alors dans le thème 1 proposé par les programmes, comprendre un régime politique, la démocratie, il y a l'axe 1, penser la démocratie, démocratie directe et démocratie représentative. Et dans cet axe 1, il est proposé un jalon sur Benjamin Constant, participer ou être représenté, Benjamin Constant, liberté des anciens, liberté des modernes. Et c'est pour parler de Benjamin Constant que j'ai invité aujourd'hui Damien Tellier. Damien Tellier, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie en terminale et en classe préparatoire dans des lycées parisiens. Vous vous intéressez beaucoup à Benjamin Constant, qui est un auteur pour lequel vous avez une prédilection et sur lequel vous avez écrit. Et ce qui est intéressant avec Benjamin Constant, c'est qu'on a un auteur qui est alors à la croisée du 18e et du 19e siècle, certes, mais surtout un auteur qui a connu la Révolution française, l'empire de Napoléon Bonaparte et ensuite la Restauration. Donc, et c'est également quelqu'un qui est à la fois un penseur, un philosophe, et aussi un praticien, puisqu'il a été député. Donc sa vision de la politique est à la fois théorique et pratique. C'est peut-être d'ailleurs ce qui en fait un des principaux intérêts. Alors, on connaît beaucoup de Benjamin Constant, son célèbre discours sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. Ce discours, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le contexte général, contexte politique général et la pensée de Benjamin Constant ? Alors, c'est vrai qu'il faut restituer un petit peu ce discours dans le cadre des événements que Benjamin Constant a vécu directement. Il était tout jeune, il était un jeune homme au moment de la Révolution française, et donc il a vécu en direct ces événements, et il a vu, c'est ce qui l'a beaucoup marqué, la dérive de la Révolution française vers la terreur, 1793. Il a vu l'oppression, les abus et les horreurs que tout ça a généré. Et donc, il s'est beaucoup interrogé sur les causes de cette dérive. Parce que si on compare la Révolution française avec la Révolution américaine, et Benjamin Constant en parle, les Américains n'ont pas connu cette dérive. Donc il y a quelque chose qui s'est produit en France. Alors, Benjamin Constant nous dit, dans un premier temps, la Révolution française a lutté contre les privilèges et a essayé donc d'instaurer l'impartialité de la loi, que la loi soit la même pour tous, qu'elle ne soit pas au service des intérêts particuliers des puissants. Et ça, c'est une bonne chose. C'est à peu près ce qu'on appelle l'égalité en droit, l'égalité politique. Et Benjamin Constant approuve ce progrès, en fait, de la Révolution française. Le problème, c'est que, partant de là, on a cru qu'il fallait que la loi intervienne partout. C'est-à-dire, au nom de l'égalité, au nom de l'impartialité de la loi, on a cru qu'il fallait absolument lutter contre toutes les différences, contre toutes les inégalités, et il fallait que la loi, du coup, intervienne partout. Et c'est notamment Rousseau, Benjamin Constant le désigne explicitement dans son discours, c'est notamment Rousseau qui a été invoqué pour justifier la souveraineté absolue du peuple, et du coup le droit pour le peuple d'exercer un pouvoir sans limite, en quelque sorte. La souveraineté absolue de la volonté générale, c'est ce qui a été théorisé par Rousseau. Et justement, alors j'en viens au discours, c'est que Rousseau avait pris pour modèle l'Antiquité. Il avait pris pour modèle les petites cités grecques, dont il était très admiratif et nostalgique, pour justifier la souveraineté populaire et une souveraineté absolue, c'est-à-dire une sorte d'exercice collectif et sans limite de la souveraineté. Et Benjamin Constant, lui, est beaucoup plus influencé par l'Angleterre, par les États-Unis aussi. On voit d'ailleurs que l'Angleterre et son parlementarisme servent de modèle à beaucoup de penseurs de l'époque. Alexis de Tocqueville aussi, Montesquieu également. C'est pour eux l'exemple d'une monarchie parlementaire tempérée où il y a un bon rapport entre le pouvoir et la population.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'Angleterre qu'est venue la théorie du pouvoir limité, avec Locke déjà, hein, au XVIIe siècle. Et cette théorie du pouvoir limité, elle a été mise en pratique sous la forme du parlementarisme, de la monarchie parlementaire. Et il faut quand même savoir que dans la biographie de Benjamin Constant, il a fait ses études, en tout cas une grande partie de ses études, à Édimbourg, en Écosse. Donc il a été imprégné déjà donc de ce modèle, en fait, hein. Et en plus, lors de ses études à Édimbourg, il a également été au contact d'Adam Smith et de tout l'enseignement économique d'Adam Smith. C'est ce qu'on appelle les Lumières écossaises. C'est ça. C'est ces écoles très vivaces, effectivement, en Écosse. Oui, tout à fait. Les Lumières écossaises qui diffèrent quand même profondément des Lumières françaises, dans la mesure où les Lumières françaises sont très contractualistes. Je viens d'évoquer Rousseau, très rationaliste. Donc il s'agit effectivement de confier le pouvoir à une autorité un peu technocratique et qui est en mesure d'organiser rationnellement l'ensemble de la vie de la société. Alors que pour les Lumières écossaises, que ce soit David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, le progrès politique n'est pas absolument rationnel ou intentionnel. Il résulte d'une multiplicité d'interactions. Il émerge de la base, hein, et non pas d'en haut. Alors, Benjamin Constant est né en 1767, donc il a 22 ans lorsque débute la Révolution française, et il se rallie, tout le monde au début, au coup d'État de Napoléon Bonaparte, qu'il soutient, avant de s'en détourner assez rapidement et puis de s'exiler. Oui, alors en effet, il a cru avec d'autres, notamment Jean-Baptiste C, parce qu'il est de la même génération exactement que Jean-Baptiste C, ou Madame de Staël. Hein, donc ils ont mis tous leurs espoirs dans l'arrivée de Bonaparte, pensant que cet homme pouvait être peut-être le nouveau général Washington français, enfin, le général Washington français. Hein. Donc, de même que Washington a doté l'Amérique d'une constitution et a permis la transition de la Révolution vers une république constituée, ils ont pensé à un moment donné que Napoléon pouvait jouer ce rôle en France. Malheureusement, ils se sont vite rendus compte que Napoléon n'était qu'un enfant de Robespierre et donc vraiment un jacobin endurci, et que sa seule motivation, enfin en tout cas une de ses motivations principales était de faire la guerre, de faire la conquête, et qu'il était prêt à sacrifier les intérêts de la France au service de ses ambitions. Parce que ce qu'explique Benjamin Constant, c'est que le problème, ce ne sont pas tant les personnes que le pouvoir, et que lorsque le pouvoir devient démesuré, il va à l'encontre de la liberté des personnes. Oui, c'est vrai. On ne peut pas uniquement juger un régime politique sur les personnes qui exercent le pouvoir. Donc il y a la cause profonde, au fond, c'est une cause institutionnelle. Maintenant, dans le cas de Bonaparte, bon, il a instauré un régime qui progressivement supprimait les libertés individuelles, supprimait la liberté de la presse, et puis supprimait surtout la liberté économique, avec le blocus donc pour empêcher l'entrée en France de toutes les denrées en provenance notamment d'Angleterre. Donc c'est la liberté économique qui est touchée. Donc en effet, il y a la personne de Bonaparte, mais il y a le régime qu'il a mis en place, et qui est un régime extrêmement protectionniste, restrictif, et où toutes les ressources sont mises au service de la guerre, en fait. Et voilà ce que critiquait fondamentalement Constant. Parce qu'il a une défense des libertés qui est pluraliste, en considérant que la liberté de la presse va avec celle du commerce, va avec la liberté politique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne sépare pas la liberté politique de la liberté économique. Pour lui, la liberté politique, eh bien, c'est un pouvoir limité, hein, et donc une loi qui ne porte pas sur tout, mais uniquement sur quelques objets.
de telle sorte que la société civile puisse, par l'échange, par la propriété, par la concurrence, trouver des solutions aux problèmes qui se posent. La loi ne doit pas donner des solutions à tout. Il faut laisser la société civile, donc la sphère privée, s'organiser elle-même pour trouver des solutions. C'est ce qu'on pourrait appeler la subsidiarité en termes de philosophie politique ? Oui, c'est un terme qui pourrait tout à fait convenir, c'est-à-dire laisser au maximum l'échelon inférieur, et en particulier la société civile et la sphère privée, décider et trouver effectivement les solutions. Et puis en dernier recours, si effectivement la solution n'a pas été trouvée, demander à l'État d'intervenir. Donc c'est une subsidiarité ascendante. Alors, il revient en France au moment de la Restauration, il est élu député. Il est député jusqu'en 1830, la date de son décès. Il soutient le nouveau régime de Louis-Philippe en 1830, mais l'essentiel de sa carrière politique, c'est sous la Restauration. On voit bien qu'évidemment, ces idées politiques ne correspondent pas vraiment à la Restauration et aux idées politiques des défenseurs de la Restauration. Oui. C'est-à-dire qu'il était partisan de chercher le moindre mal, en quelque sorte, et donc partisan d'un certain compromis. Ce qu'on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, mais moi il me fait beaucoup penser à quelqu'un comme Raymond Aron, qui, dans ses travaux, alors Raymond Aron n'est pas un praticien, à la différence en effet de Benjamin Constant, puisqu'il n'a fait qu'enseigner et écrire, Raymond Aron. Mais il a toujours considéré qu'il ne fallait pas tomber dans une forme d'idéalisme du tout ou rien, mais que en politique, la réalité, bien sûr il faut avoir des convictions et des principes, mais que comme il n'y a pas de régime idéal, comme il n'y a pas de politicien ou d'institution parfaite, il faut s'accommoder de ce qu'il y a et essayer de l'améliorer au maximum. Et ça, c'était effectivement la stratégie de Benjamin Constant. Alors il y a son célèbre discours prononcé en 1819 sur la liberté des modernes, la liberté des anciens. C'est peut-être ce qui est le plus connu aujourd'hui de Benjamin Constant. Pour lui, c'est quoi cette différence entre, d'abord, qu'est-ce que la liberté des anciens et celle des modernes, et comment est-ce qu'elles s'opposent, si elles s'opposent, ou est-ce qu'elles sont complémentaires ? Oui, donc j'ai dit en commençant, et c'est très important de le rappeler, que Rousseau était un grand admirateur justement de la liberté des anciens. Et c'est pourquoi Benjamin Constant s'y intéresse. Et donc, la liberté, pour Constant, on peut la considérer sous deux aspects. Un aspect institutionnel, c'est-à-dire strictement politique, et un aspect plus culturel, c'est-à-dire économique et social. Donc, si on regarde la liberté des anciens, dans les petites cités grecques et puis aussi à Rome, d'un point de vue institutionnel, on est libre à partir du moment où on est citoyen, évidemment, et quand on est citoyen, on exerce directement la souveraineté, et on a donc un pouvoir très important de décider des lois, de contrôler les comptes, de prononcer des jugements, et donc par exemple d'ostraciser un citoyen, comme Socrate par exemple, qui a été lui condamné à mort par un tribunal populaire. Donc le citoyen dans l'Antiquité a un pouvoir très important, et c'est un pouvoir collectif qu'il partage avec l'ensemble des citoyens. D'un point de vue culturel, c'est-à-dire social, économique, ce que dit Benjamin Constant, c'est qu'à l'époque, la guerre était le moyen d'accéder aux ressources. C'est-à-dire que si on voulait s'enrichir, il n'y avait pas tellement d'autres moyens que la guerre. La guerre et l'esclavage, en quelque sorte, puisque l'un va avec l'autre. On s'empare des ressources du voisin, on le réduit à l'état d'esclave, et on le fait travailler, et on prélève en fait cette richesse. Ce qui fait que la liberté économique n'existe pas dans cette époque, et jusqu'à une époque assez récente, la liberté économique et les libertés individuelles n'existent pas non plus, parce que il faut peut-être préciser que sur le plan institutionnel, au fond, il n'y a pas de sphère privée. C'est-à-dire que l'individu, le citoyen, est totalement subordonné à la collectivité, et la collectivité décide de tout, et y compris de tout ce qui concerne la famille, l'économie, le mariage, les arts, la culture.
tout est codifié par la loi. Donc le citoyen participe à l'élaboration de la loi, en ce sens il est libre, puisqu'il est décisionnaire, mais en revanche, en tant qu'individu privé, il est totalement subordonné et soumis, et il n'a pas de droit individuel. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas son métier, il ne choisit pas son épouse ou son mari. Enfin, Bon, alors il y a certainement une marge, hein, et une marge quand même peut-être de choix, mais disons que la codification est quand même très poussée. Hein, la codification, puisque Benjamin Constant dans son discours dit que c'est même l'État qui décide du nombre de cordes qu'on met sur une guitare, etc. Enfin, c'est un peu comme je sais pas, je prends une comparaison moderne, mais dans un système soviétique, il fallait demander une autorisation de l'État pour ouvrir un club de ping-pong, quoi. Voilà, bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, tout passe par la loi, et il y a une surveillance générale de tous les individus. Donc voilà, pas de vie privée. alors que pour la liberté des modernes, au contraire, il y a d'un côté la vie privée qui est exprimée et la capacité à choisir également leur type de vie. Alors, si vous voulez bien, je vais vous citer Benjamin Constant qui définit la liberté des anciens et celle des modernes. Alors il dit « Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'il nommait liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. » Donc en fait, la liberté des modernes, c'est une certaine indépendance, c'est une certaine vie privée, c'est-à-dire ce sont des droits individuels, hein, et il en cite un certain nombre. C'est le droit, par exemple, de pratiquer un culte, c'est le droit de s'associer, de créer une entreprise, c'est le droit de propriété, c'est le droit d'aller et venir sans demander la permission, etc., etc. Donc en effet, le citoyen dispose d'un choix assez important qui lui est garanti par la loi. Et la loi donc établit une frontière stricte entre le domaine public et le domaine privé. C'est intéressant ces réflexions sur la sphère privée et la naissance de la sphère privée parce que il y a, pour les chapitres proposés au premier, il y a des chapitres sur la naissance d'Internet, sur le poids des GAFA, sur la question des réseaux sociaux aussi, sans peut-être faire un parallélisme trop forcé, mais on voit qu'une des questions aujourd'hui avec l'usage de ces outils Internet qui sont fabuleux par bien des aspects, c'est aussi la sauvegarde de la vie privée, de la sphère privée, notamment avec la question des données, avec la question du voyeurisme qui peut être diffusé. Oui, c'est vrai, c'est une question qui ressurgit à l'heure actuelle. Alors évidemment, le problème des GAFA, c'est que ils fournissent, ces entreprises fournissent à leurs clients des services gratuits. Et donc, il y a une sorte d'échange en fait tacite, qui est en fait, on signe quand même un contrat, même si on le lit jamais, mais l'échange, c'est qu'ils nous fournissent des services gratuits. Gmail, c'est gratuit, hein, en échange de nos données. Et donc, si on ne veut pas que nos données soient utilisées par Google, dans ce cas-là, il faut accepter de ne pas utiliser ces outils qui sont gratuits. Ou alors, peut-être qu'une des solutions qui serait sans doute celle que pourrait proposer aujourd'hui Benjamin Constant, ce serait de dire, mais réintroduisons le coût. Réintroduisons le coût. Parce que la gratuité, c'est un peu un leurre. Donc, autrement dit, payons pour les services que Google nous offre, et gardons notre vie privée. C'est-à-dire que Google n'utilise plus nos données pour faire de l'argent. En revanche, nous payons pour un service et du coup, Google fait un profit. Alors, sur ces questions de la modernité, il y a aussi, autre aspect très connu de Benjamin Constant, c'est son roman Adolphe. Là, il l'exprime plutôt de manière littéraire. Mais est-ce que dans ce roman, il y a aussi ces expressions-là, des rapports sur la liberté et sur la distinction entre la liberté des anciens et celle des modernes ?
Bah, alors non, je ne dirais pas que ce roman reflète, je dirais, sa pensée philosophique et politique. C'est surtout, Benjamin Constant était un grand romantique. Il a eu plusieurs amours dans sa vie, et notamment une passion très grande avec Germaine de Staël. Ils ont eu un enfant d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est la période dans laquelle il était en exil à Coppet, en Suisse, et où, avec Germaine de Staël, ils ont beaucoup lutté contre, en tout cas d'un point de vue intellectuel, contre Napoléon Bonaparte. Donc ce livre, Adolphe, en fait, c'est vraiment un livre qui reflète le courant littéraire du romantisme. Mais moi, je n'y ai jamais trouvé vraiment des traces très explicites de sa pensée philosophique. Et à Copé, ils ont formé un groupe intellectuel. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient plusieurs hein, autour de Germaine de Staël, qui était la fille de Jacques Necker, et qui était donc installée dans le château de son père, où l'a rejoint donc Benjamin Constant, puis d'autres, des historiens, des économistes. Et en fait, progressivement, pendant quelques années, ils ont constitué une sorte de laboratoire de pensée. Ils traduisaient des ouvrages, ils écrivaient, ils voyageaient pour aller rencontrer un peu les souverains européens pour essayer justement de les conseiller. Et il y a eu donc vraiment une profusion d'idées à ce moment-là. Toujours donc, alors d'ailleurs, je crois que Chateaubriand y est passé, Jean-Baptiste Say également. Donc beaucoup de gens allaient se ressourcer là-bas en fait pour discuter avec eux et comprendre et voir comment on pouvait justement s'opposer à Napoléon et espérer une sortie constructive. Copé, c'est à côté de Genève. Donc C'est ça, c'est au bord du lac, c'est tout près de Genève et on peut aujourd'hui encore visiter ce château qui est devenu une sorte de musée hein, et qui appartient aux descendants de Germaine de Staël. Alors, autre aspect intéressant de la pensée de Benjamin Constant, il n'est pas forcément novateur, mais c'est le rôle joué par le commerce. Vous l'avez Oui. un peu évoqué, Damien Tellier, en évoquant le fait que à l'époque ancienne, pour accroître les richesses, il fallait faire la guerre, et qu'à l'époque moderne, le Mm. commerce est une manière d'accroître les richesses, et donc ça introduit une pacification de la société. Exactement. Donc, en effet, le propre des modernes, c'est qu'ils ont découvert, alors ça s'est fait déjà au Moyen Âge, hein, c'est-à-dire que bon, c'est progressif, mais le propre des modernes, c'est qu'ils ont découvert un autre moyen d'acquérir des richesses que la guerre. Et ce moyen, eh bien, c'est le travail. Hein, c'est la création de biens par le travail. Donc c'est l'innovation et c'est l'échange, évidemment, qui en est la conséquence. Hein. Donc la division du travail et les échanges. C'est ce que justement Adam Smith a essayé d'exposer dans La richesse des nations en 1776. Et il n'est pas le seul, bien sûr. Jean-Baptiste Say est un grand lecteur d'Adam Smith, mais on a également en France des grands économistes qui ont bien montré ces mécanismes par lesquels eh bien, on passe de la guerre à la création de richesses, et où finalement la guerre devient de moins en moins utile, de plus en plus coûteuse, parce qu'elle détruit, alors que le commerce, au contraire, non seulement il enrichit, mais il apaise, il pacifie en effet, parce qu'il établit une relation d'interdépendance, un jeu à somme positive, alors que la guerre est un jeu à somme négative, hein, c'est je gagne, tu perds. Le commerce, c'est un jeu où tout le monde est gagnant, en fait, hein, puisque chacun trouve son intérêt dans l'échange. Et voilà. Alors, pour contredire Benjamin Constant, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a aussi des guerres commerciales ou que certaines formes de commerce sont des formes de guerre aussi? Oui, mais alors, il ne s'agit pas à ce moment-là d'entreprises privées, parce que la concurrence est plutôt une solution au problème de la rapacité, en fait. Hein. Quand les individus sont avides de gains, en fait, la concurrence va modérer leur avidité, leur ambition, parce qu'ils vont être obligés de tenir compte des autres. Donc, de ce point de vue, pour Benjamin Constant, la concurrence est vraiment une solution à l'ensemble des difficultés des vices de la nature humaine, quoi, hein.
En revanche, les guerres commerciales, les guerres économiques, elles sont menées par des États. Elles sont menées par des États. Elles ne sont pas menées par des entreprises privées qui sont en concurrence. Mais on est dans le domaine de la puissance. On est dans le domaine de la conquête, là encore. Donc, évidemment, il ne faut pas confondre les deux. Si, par exemple, on a vu au XIXe siècle et au XXe siècle naître des guerres, alors que Benjamin Constant pensait que les guerres allaient diminuer. Le contraire s'est produit. En effet, on a vu Napoléon Bonaparte, ça a été quand même des millions de morts, des guerres dans toute l'Europe. Ensuite, on a eu les guerres... Guerre de sécession, guerre de sécession, 70. Exactement, guerre de 70, Guerre Première Guerre mondiale. mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc les guerres, il y a eu une recrudescence très importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a les nationalismes, c'est-à-dire qu'il y a des idéologies politiques, et il y a des dictateurs avec des ambitions démesurées qui ont mis le chaos, en effet. Et donc, on ne peut pas en accuser le commerce. Et est-ce qu'il a écrit aussi sur la colonisation? On n'est pas cette élection, c'était un petit peu évoqué, on n'est pas encore dans la grande période coloniale française, mais par rapport à ces questions commerciales, justement. Oui, alors ça c'est vraiment une constante chez tous les libéraux, c'est-à-dire que dès le début du XIXe siècle, tout début de la colonisation, les libéraux vont condamner très fermement la colonisation, que ce soit Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, qui est la génération suivante. François Guizot aussi. Exactement, oui. Et tous vont voir dans la colonisation une entreprise totalement vaine. Et d'ailleurs, d'un point de vue strictement économique, Jean-Baptiste Say l'a bien montré, c'est une entreprise qui est beaucoup plus coûteuse qu'elle ne rapporte en réalité. Et donc, voilà, il n'y a pas du tout d'adhésion à ce projet. Après, d'un point de vue moral également, c'est encore il est condamné également parce que dans ce projet, il y a l'idée que on peut apporter les bienfaits de la civilisation par la force. Or, par la force et par la guerre. Or, ça n'a jamais été vraiment le point de vue des libéraux. Sur la question du rapport le rapport économique à la colonisation, il y a la thèse de Jacques Marseille sur le sujet qui a montré justement que la plupart des entreprises françaises ont été perdantes par rapport à la colonisation, hormis certains secteurs qui avaient un monopole d'accès aux ressources coloniales. Sinon, ça a été plutôt une mauvaise affaire pour l'économie française en général. Notre émission touche un peu à sa fin, mais peut-être sur autre aspect de Benjamin Constant, c'est la question de la liberté de la presse. Lui-même a beaucoup écrit des livres, des articles aussi. Ce sont des questions qui sont très prégnantes au début du XIXe siècle. On sait que Charles X est tombé notamment pour ces questions de liberté de la presse. Comment se positionne-t-il par rapport à ces questions-là ? Oui, alors c'est un grand défenseur de la liberté de la presse et donc de la liberté d'opinion. Benjamin Constant voit la liberté de la presse comme véritablement un contre-pouvoir et comme un moyen donc de contrôler le pouvoir, c'est-à-dire de faire en sorte que le pouvoir expose ses motivations et que rien ne reste secret ou caché, mais que le citoyen soit véritablement en mesure de juger le pouvoir et de le sanctionner si nécessaire. Donc, bon, ça c'est une chose. Alors évidemment, Benjamin Constant est conscient que la liberté de la presse peut entraîner des dérives. Et il y aura toujours des abus, il y aura toujours des gens qui utiliseront cette liberté pour soit dire des âneries, soit pour insulter les autres, pour les fameux discours de haine dont on parle tant aujourd'hui, ils existaient déjà à l'époque. Mais il estime qu'en fait, ça n'est pas par la censure qu'on résout ce problème, mais c'est en ouvrant davantage l'espace public. C'est-à-dire en permettant encore plus de pouvoir débattre, de pouvoir critiquer et de pouvoir réfuter ceux qui défendent des thèses soit absurdes, soit immorales. Mais c'est donc non pas en les censurant, mais plutôt en les attaquant par la conviction, par l'argumentation, qu'on résoudra le problème. Donc en fait, il faut résoudre les excès de la liberté par une plus grande liberté, et non pas par la censure.
Alors là aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a dans les programmes scolaires également des chapitres qui permettent de réfléchir sur ces questions de liberté de la presse et de liberté d'expression, notamment des chapitres sur l'histoire de la liberté de la presse. On voit que Benjamin Constant, vous l'avez dit, pour lui, la liberté ou la liberté de la presse peut corriger les défauts inhérents de celle-ci. Exactement, oui, tout à fait. Alors je voudrais quand même aborder un point sur lequel on n'a pas encore dit un mot, c'est la question de la représentation. Démocratie directe, démocratie représentative. Comme il nous reste très peu de temps, si vous le permettez, c'est que, en effet, quand on regarde l'Antiquité, on s'aperçoit qu'il y a eu des démocraties, comme à Athènes, c'était des démocraties directes. Benjamin Constant est plutôt un partisan de la démocratie représentative, parce que justement, elle permet aux citoyens d'avoir une vie privée, c'est-à-dire de pouvoir exercer des activités économiques et de ne pas consacrer tout son temps à la politique. Et donc, en plus de cela, Benjamin Constant termine son discours sur les anciens et les modernes en disant que la liberté politique telle que la concevaient les anciens a de graves défauts, mais elle n'est pas complètement inutile. C'est-à-dire qu'il est important pour nous modernes de continuer à exercer une activité politique qui sera évidemment différente, mais qu'on ne peut pas être indifférent au sort de la nation, au sort de la collectivité, et que bien que nous, modernes, nous soyons attachés à nos libertés individuelles et à notre indépendance privée, il est absolument nécessaire que nous soyons engagés également dans la sphère publique. Alors ça se fait par le biais des élections, par le biais des partis, non pas comme dans l'Antiquité, par un exercice permanent et direct au pouvoir. Il y a cette délégation que nous faisons à des hommes politiques, mais qu'il faut contrôler. On ne peut pas leur laisser toute liberté de faire ce qu'ils veulent, il faut garder une forme de vigilance. Voilà ce qu'est la démocratie représentative pour Benjamin Constant, et c'est quand même quelque chose d'exigeant, parce qu'il serait dommage que, en se repliant sur la sphère privée, les individus se détournent du politique. Pour lui, ce serait un contresens. Ce qui suppose aussi que les gens soient formés ou prennent le temps de se renseigner sur les affaires politiques, sur les différents programmes des candidats aussi. Exactement. Ça demande quand même un petit sacrifice, si on peut dire, de sa vie privée pour justement passer un certain temps à se former, à lire, à participer éventuellement à des discussions, à des débats publics. Et donc, la liberté est à ce prix. Si on ne le fait pas, on risque finalement de laisser l'État prendre toutes les initiatives, et puis on risque aussi que n'importe quel démagogue prenne le pouvoir et supprime ces libertés. Ce qui est donc finalement une défense de l'éducation et de la civilisation au sens de la culture diffusée chez les personnes. Oui, donc d'où l'importance en effet de la liberté de la presse, mais également de la liberté de l'enseignement et d'une certaine compétition entre les différentes manières d'éduquer, entre les différentes façons d'exprimer des opinions, et qu'il y ait débat au sein de la société. Eh bien, merci beaucoup Damien Tellier d'avoir évoqué pour nous les questions donc, de Benjamin Constant et ce rapport entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie en terminale et en classe préparatoire. Si cette émission vous a plu, eh bien, vous pouvez la partager. Écoutez également les autres émissions consacrées aux autres chapitres et aspects de ce programme de classe de première. Merci pour votre fidélité et à bientôt.